Dans l'histoire des hommes, trois forces invisibles n'ont cessé de se croiser. La justice, austère et fragile, tenant dans sa main une balance incertaine, le mensonge, souple et insaisissable, qui se glisse dans les interstices de nos peurs et de nos désirs. Et la vérité, nue, lumineuse, parfois trop dure pour nos yeux fatigués. Elles ne sont pas de simples mots, elles sont des présences qui traversent les siècles, des ombres et des clartés qui sculptent nos vies. Chacune tente de régner, chacune cherche à imposer son empire sur les esprits. Mais qu'advient-il lorsque la justice perd son équilibre? Lorsque le mensonge détourne les cœurs et que la vérité, rejetée, se tait. C'est à cette danse fragile que nous allons nous attarder. Un chemin où récits anciens, histoires oubliées et réflexions murmurées se répondent. Pour nous rappeler que notre monde repose toujours sur ce triangle instable. Justice, mensonge, vérité. La justice. On la dessine immobile, les yeux bandés, tenant une balance. Pourtant, dès qu'un être humain s'avance, la balance tremble. Pourquoi? Parce que la justice n'est pas seulement une règle, c'est un cheminement, un chemin de discernement où l'on doit voir clair dans ce que les mots cachent, dans ce que les cœurs taisent, et dans ce que les actes révèlent malgré nous. Regardons le célèbre jugement de Salomon, non comme une jolie histoire, mais comme une leçon de méthode. Deux femmes, un seul enfant. Aucune preuve matérielle. Si la justice se réduisait à additionner des arguments, elle resterait prisonnière d'un face-à-face stérile. Salomon propose alors l'impensable. Couper l'enfant en deux. Pourquoi ce geste extravagant? Parce que la justice ne consiste pas à imposer une vérité arbitraire, mais à faire apparaître la vérité qui se cache. Le faux jugement de Salomon est un miroir tendu aux volontés. Face à une décision insupportable, ce que chacun désire vraiment finit par parler plus fort que ses paroles. La vraie mère renonce à son droit apparent pour sauver la vie de son enfant. Pourquoi ce renoncement révèle-t-il la vérité? Parce qu'il est coûteux. Un mensonge aime les bénéfices faciles. Il fuit le sacrifice. La mère authentique accepte de perdre pour que l'enfant vive. Ce type d'acte est un signal de vérité. Il contredit l'intérêt immédiat et, ce faisant, rend crédible l'amour qu'elle proclame. Mais aussi parce que la finalité qu'elle poursuit n'est pas elle-même. Ce n'est ni l'honneur ni la victoire symbolique, mais le bien-être de l'enfant. Or, la justice, au fond, se mesure à sa capacité de servir une fin qui dépasse nos égos. De l'autre côté, pourquoi la fausse mère se trahit-elle? Parce qu'elle accepte la division mortelle. Elle veut posséder l'enfant, non le servir. À ce moment précis, le désir de posséder révèle sa nature. Il préfère la destruction à la perte apparente. Cette préférence dévoile que sa revendication n'était pas orientée vers le bien de l'enfant, mais vers un intérêt. Et la justice ne peut adouber un intérêt qui sacrifierait l'innocent. Ainsi, le geste de Salomon montre pourquoi la justice ne peut pas être purement procédurale. Une procédure égalitaire, une moitié chacune, serait ici la pire des injustices, car l'égalité n'est pas toujours l'équité. La règle aveugle aurait tué. Il fallait une prudence, ce que les anciens appelaient la phronésis, capable d'inventer une situation où la vérité se manifeste d'elle-même. On en dégage trois enseignements philosophiques. La justice n'est pas la simple application d'une règle, mais la recherche de la finalité juste. Pourquoi? Parce que les règles sont générales et que les vies sont singulières. La règle dit « répartir équitablement ». La finalité rappelle « préserver la vie ». Là où une règle risque d'écraser le réel, la justice exige une intelligence du cas. La justice ne parle pas d'abord, elle écoute ce que la réalité dit. Pourquoi? Parce que la vérité se signale par des actes, plus fiables que les déclarations. En suscitant un choix intenable, Salomon fait émerger la vérité cachée. La justice n'invente pas le vrai, elle crée les conditions pour qu'il apparaisse. La justice protège d'abord le plus vulnérable. Pourquoi? Parce que le critère ultime n'est pas la victoire d'un camp, mais ce qu'il advient de l'innocent.
Là se joue la différence entre la justice et la force. La force tranche en faveur du plus puissant. La justice s'incline vers celui qui risque d'être brisé par la décision. Et remarquons encore ceci. La résolution de Salomon restaure la confiance. Pourquoi est-ce décisif ? Parce que la justice ne sert pas seulement à clôturer un litige. Elle sert à tenir ensemble une communauté. Quand une décision paraît orientée par la vérité et le bien du plus fragile, les témoins se disent « Nous pouvons vivre ensemble, car la règle du jeu n'est pas la ruse, mais l'équité. » Autrement dit, la justice fabrique du monde commun. On comprend alors pourquoi la justice vacille quand la vérité se dérobe. Si la vérité ne peut pas se manifester, la balance se laisse tromper. Si la balance se laisse tromper, la confiance se brise. Et si la confiance se brise, la justice se dégrade en spectacle. Un théâtre où l'on gagne par l'apparence, la peur ou l'influence. C'est ici que le mensonge entre en scène. Non comme un simple défaut moral, mais comme une stratégie qui brouille les signaux de vérité. Il imite le coup sans le payer. Il feint l'altruisme. Il fabrique de faux consensus. Quand le mensonge apprend à imiter la vérité, même Salomon pourrait hésiter. C'est ainsi que des sociétés entières se laissent rediriger. Mais l'ombre ne règne jamais sans rencontre. Car il existe une force patiente, parfois maladroite, souvent impopulaire, qui finit par éclairer les choses. Nous irons la chercher plus loin, la vérité. Avant cela, voyons comment le mensonge organise ses illusions et pourquoi elles sont si convaincantes. Le mensonge. Il ne se présente pas comme une grossière erreur, mais comme une ombre habillée de lumière. C'est sa nature profonde. Il séduit parce qu'il imite la vérité. Si la vérité est nue, le mensonge est vêtu, lui, de 1000 costumes. Il se pare de ce que nous désirons entendre, de ce que nous craignons d'affronter, et il avance d'autant plus vite que nous voulons y croire. Pourquoi le mensonge fascine-t-il ? Parce qu'il offre un raccourci. La vérité demande patience, preuve, vérification. Le mensonge donne immédiatement un sens clair, un récit simple, souvent rassurant. L'esprit humain, fatigué d'incertitude, se précipite sur cette apparente clarté. Voilà pourquoi le mensonge circule toujours plus vite que la vérité. Dans l'histoire, rares sont les époques qui n'ont pas connu cette puissance. Prenons Rome, au temps de la République, puis de l'Empire. Chaque jour, des nouvelles officielles, les acta diurna, étaient affichées sur les places. On y consignait des événements, des décisions, parfois même des rumeurs. Mais qui contrôlait ces textes ? Le pouvoir. Et ce pouvoir savait qu'une foule, abreuvée de récits partiels, pouvait être orientée. Il suffisait de publier une version enjolivée d'une victoire militaire, ou d'exagérer la menace d'un ennemi pour rallier les citoyens. La foule croyait voir la vérité. En réalité, elle contemplait un spectacle choisi. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela révèle que le mensonge ne vit pas seulement dans les discours individuels. Il devient structurel quand une société entière s'habitue à regarder le monde à travers une vitre déformante. Alors, la justice elle-même se voit contaminée. Elle ne tranche plus à partir du réel, mais à partir d'un récit manipulé. Ici se cache une vérité dérangeante. Le mensonge est efficace non pas malgré nous, mais à cause de nous. Nous aimons ce qui conforte nos convictions, et nous redoutons ce qui dérange notre sécurité. Nous cherchons des récits qui donnent du sens à nos peurs. Le mensonge prospère parce qu'il épouse ses inclinations. Et quand il envahit le champ politique ou judiciaire, il transforme la justice en mascarade. Une mascarade où l'on ne cherche plus ce qui est, mais ce qui arrange. On ne juge plus des faits, on juge des impressions. Le procès devient théâtre, et le tribunal devient scène. Pourquoi est-ce si dangereux ? Parce que lorsque la justice se met à valider des illusions, la confiance, ce ciment du vivre ensemble, se désagrège. Et une société sans confiance
n'a plus besoin de juge, elle se replie dans la méfiance ou dans la force brute. Mais le mensonge n'est pas invincible, car il porte en lui une fragilité. Il doit être répété sans cesse pour durer. Comme une flamme qui menace de s'éteindre, il exige une alimentation constante. La vérité, elle, peut dormir longtemps et se réveiller intacte. Le mensonge, lui, doit toujours être entretenu, réactualisé et amplifié. C'est là son point faible. Et c'est là qu'entre en scène l'adversaire le plus obstiné du mensonge, la vérité. Pas une vérité éclatante, facile, accueillie par tous, non. Une vérité nue, parfois insupportable, une vérité qui doit parfois revêtir les habits du récit et de la parabole pour se faire accepter. Car la vérité, même fragile, possède une force incomparable. Elle n'a pas besoin de séduire. Elle finit, tôt ou tard, par se manifester. La vérité. On dit qu'elle est claire, mais cette lumière n'est pas toujours douce. Elle est nue, brutale parfois. Elle exige que nous renoncions à nos illusions, et c'est précisément là que réside sa difficulté. Elle n'est pas ce que nous voulons entendre, mais ce que nous devons affronter. Pourquoi est-elle si difficile à obtenir ? Parce qu'elle demande du temps. Le temps de vérifier, d'observer, de confronter les points de vue. Or, les hommes, pressés, préfèrent les récits rapides et les certitudes immédiates. La vérité est lente, laborieuse, parfois même silencieuse. Pendant ce temps, le mensonge court, se répand, séduit. Et éclate-t-elle toujours au grand jour ? Non. Malheureusement, l'histoire nous le rappelle, certains mensonges ont survécu des décennies, parfois des siècles, devenant des vérités officielles. On n'osait pas les contester, car elles étaient gravées dans les lois, enseignées dans les écoles, répétées dans les journaux. Ce n'est que beaucoup plus tard, et parfois trop tard, que leur masque a fini par se fissurer. C'est là l'angoisse. Un mensonge bien construit peut survivre longtemps, se transmettre comme une évidence, et même détruire la possibilité de voir la vérité. Quand un récit est martelé, intériorisé, accepté par la majorité, il façonne le réel lui-même. Alors la vérité, reléguée au silence, devient suspecte, marginale, presque subversive. Et ce danger n'appartient pas qu'au passé. Regardons notre époque. Les sociétés modernes sont saturées d'informations. Les réseaux sociaux, les médias, les discours politiques et économiques déversent un flot constant de récits. Mais cette abondance n'est pas synonyme de clarté. C'est parfois l'inverse. Plus il y a de voix, plus le brouillard s'épaissit. Dans ce brouillard, des mensonges habilement construits se glissent. En politique, on promet des réformes impossibles, on exagère les menaces, on simplifie des problèmes complexes. On fabrique des slogans plus que des vérités. Dans l'économie, on nous vend des bulles comme des richesses, des illusions de prospérité qui masquent des dettes colossales. Des chiffres, soigneusement sélectionnés, créent une impression de stabilité alors que le sol tremble. Dans notre quotidien numérique, des images truquées, des récits falsifiés, circulent si vite qu'ils deviennent crédibles avant même qu'on ait eu le temps de les vérifier. Ainsi, la vérité n'est pas toujours victorieuse. Parfois, elle reste ensevelie, piégée sous des couches d'apparence. Alors, faut-il pour autant désespérer ? Non, car la vérité possède une force que le mensonge n'a pas. Elle n'a pas besoin d'être entretenue. Le mensonge exige une énergie constante. Il doit être répété, renforcé, protégé. Il ne peut survivre qu'en occupant sans cesse l'espace. La vérité, elle, peut dormir dans l'ombre. Mais le jour où elle réapparaît, elle suffit à faire s'effondrer l'édifice entier. L'histoire l'a montré,
Des régimes entiers se sont écroulés parce que la vérité, trop longtemps étouffée, a fini par remonter à la surface. Et pourtant, cette remontée n'est jamais immédiate, jamais garantie. Elle est lente, douloureuse, parfois incomplète, car une société peut choisir de continuer à croire aux mensonges qui la rassurent, plutôt que d'affronter une vérité qui dérange. Et nous, aujourd'hui? Nous sommes peut-être à l'un de ces carrefours, entre la quête patiente de la vérité et l'acceptation de récits confortables, entre la lucidité exigeante et la facilité séduisante. En conclusion, ce que l'on peut retenir comme morale philosophique, c'est que la justice, sans vérité, n'est qu'un masque. La vérité, sans justice, reste stérile. Et le mensonge, lorsqu'il s'organise, peut bien triompher un temps, mais il s'use à force de devoir se répéter. Notre époque nous rappelle une chose essentielle. La vérité ne brille pas toujours. Elle ne s'impose pas automatiquement. Elle demande courage, mémoire et patience. Mais c'est seulement avec elle que la justice peut être véritable. Le mensonge, lui, s'impose vite, mais il ne construit rien. À long terme, il mine la confiance, et sans confiance, aucune société ne peut durer. Ainsi, croire à la vérité, c'est un choix. Ce n'est pas attendre passivement qu'elle éclate, mais cultiver en soi le courage de la chercher, de la nommer, et parfois même de la protéger. Car les mensonges passent, mais la vérité demeure. Fragile, discrète, mais indestructible. Et c'est en elle que la justice trouve son souffle.